Bonjour à tous et bienvenue à cette interview en ligne. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Monsieur Laurent Seski, consultant senior en métrologie et méthodologie de la mesure. Merci d'être avec nous, Laurent. Aujourd'hui, nous allons discuter de plusieurs sujets importants sur la métrologie, tels que les enjeux actuels de la métrologie, les défis et les opportunités à venir pour les professionnels du secteur. Enfin, notre invité partagera des conseils précieux pour ceux qui envisagent de se lancer dans la métrologie. À la fin de l'interview, nous consacrerons 10 minutes pour répondre aux questions en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous sélectionnerons quelques-unes pour y répondre. Bonjour Laurent et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, pourriez-vous déjà vous présenter et nous expliquer ce qui vous a conduit à vous spécialiser dans la métrologie? Oui, bonjour Josette, merci de l'invitation de Métrologie pour tous à cette interview. Et je suis très fier de pouvoir vous partager un petit peu ma façon de penser et ma façon de voir la métrologie actuellement et la façon dont je l'ai vécue et dont j'envisage de la vivre avec toute la grande famille des métrologues. Voilà, alors très rapidement, je vais faire une version courte parce que comprenez bien qu'avec une carrière complète derrière moi, c'est très difficile en 2-3 minutes de résumer tout cela. Mais donc j'ai fait toute ma carrière au sein des automobiles Peugeot sur le site de Sochaux, en Franche-Comté, dans le Grand Est de la France. Donc j'y suis rentré à 19 ans et je suis sorti en 2019. Donc voilà, j'ai fait une carrière de 40 ans, un peu plus de 40 ans au sein de PSA. Donc aujourd'hui, les automobiles dont j'ai pas vécu, c'était encore avec le rachat d'Opel en 2019, mais maintenant c'est Stellantis qui ont encore acheté Fiat, etc. Donc un très grand groupe mondial aujourd'hui. Donc, au sein de cette entreprise, j'ai fait 5 métiers sur 40 ans. Donc, bien sûr, le plus long, ça a été celui de métrologue, mais mes 4 métiers précédents m'ont préparé à devenir métrologue. Je ne suis pas né métrologue, j'ai jamais fait d'études de métrologie. Voilà, c'est les circonstances qui ont fait que j'ai fait différents métiers, donc 5 en tout à PSA, qui ont été complémentaires et qui m'ont permis de me préparer. Bon, j'ai fait 23 ans en maintenance d'abord. En 87, j'ai quand même installé, il faut le souligner, les 2 premières machines 3D en production. Donc là, on ne parlait pas d'incertitude de mesure à cette époque, c'était pas encore impliqué, la qualité n'était pas aussi présente. Donc je faisais la maintenance préventive mensuelle sur ces machines. Je me suis occupé de tables à découper, de tissus pour les sièges. Je me suis occupé des tables à dessin échelle 1 pour tracer les plans de la voiture à l'échelle 1. Voilà en gros ma carrière. Et puis avant la métrologie, j'ai fait quand même 7 ans à l'énergie, donc principalement les comptages au niveau des usines de toute l'énergie, quoi. Et gérer les contrats, voilà, le genre d'activité qui m'ont préparé. Et en tant que métrologue, j'ai été responsable de labo avec 12 personnes sur les grandeurs hors dimensionnelles au départ. 2 ans plus tard, j'ai pris le dimensionnel en plus pour le site de Sochaux. Donc là, j'ai retrouvé mes machines 3D, mais pas tout à fait sous le même angle, plutôt sur l'aspect vérification et conformité des machines. En 2005, j'ai pris en plus le site de Mulhouse pour optimiser, rationaliser les ressources humaines et matérielles des 2 sites. Et puis en 2008, là j'ai fait un grand changement puisque de
je suis passé à la R&D et donc à la métrologie centrale du groupe PSA. Et j'ai proposé à la personne qui est devenue mon responsable pendant les 10 dernières années, donc François Dobenfeld, qui était le maître expert métrologie du groupe PSA. Et donc, il a accepté de me prendre dans son équipe pour animer et piloter l'étalonnage des 26 entités à l'international, donc des sites de production. Hein, des sites de production. Il y a aussi tous les labos d'essai R&D, mais qui n'ont pas la même, le même pilotage, la même animation. D'accord. Donc, du coup, avec tout ce que vous nous avez expliqué, est-ce qu'il y a-t-il des étapes ou des moments marquants de votre carrière qui ont particulièrement influencé dans ce domaine, dans ce choix de pouvoir faire du coup de la métrologie? Oui, alors, bon, je ne sais pas si j'ai vraiment choisi la métrologie. Hein, et on va dire qu'elle m'est tombée dessus, j'ai accroché et ça m'a plu, et j'y suis resté 20 ans. Et je continue encore maintenant, donc c'est un peu, même déjà plus, hein, 24. Mais disons que les précédents métiers m'ont préparé. Hein, c'est évident. C'est évident. Le dernier, quand j'étais à l'énergie, m'occuper des comptages de l'eau, de l'oxygène, du gaz, enfin, de l'électricité, etc., ça m'a intéressé. Bien évidemment, là aussi, on ne parlait pas d'incertitude. Hein, et je vous invite à ne jamais vous occuper des incertitudes sur les comptages énergétiques quelque part. Des fois, vous comptez en positif et le lendemain, ça va dans l'autre sens. Donc, c'est assez compliqué. Ça peut être quand même relativement compliqué. Mais donc, ces métiers m'ont préparé. Hein, c'est évident. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on découvre, on accumule des connaissances qui, un jour ou l'autre, vont être utilisées à d'autres fins. Donc, c'est ça qui est génial, quoi. D'accord. Donc, vous êtes un contributeur actif sur les sujets de la métrologie, notamment dans Métrologie pour tous. Vous apportez votre contribution sur les contenus qui sont proposés. Qu'est-ce qui vous motive à partager régulièrement votre expertise avec la communauté? Bon, j'ai toujours, c'est ma nature hein, de partager, enfin, puis de communiquer sur ce que j'aime ou mon métier ou ce que je fais. Mais un jour, plus directement, une personne m'a demandé de raconter mon parcours parce qu'elle voulait gagner du temps dans sa vie en apprenant de l'expérience des autres. Donc ça m'a relativement touché. Et puis, à partir de là, effectivement, j'ai encore donné davantage. Au sein de PSA, je prenais des stagiaires tous les ans, DUT de mesure physique, en stage pour les 2 mois de stage à l'époque. Et puis, en 2017-18, enfin 18-19 plutôt, j'ai commencé, j'étais encore à PSA, mais je faisais la formation aux licences pro mesure physique à l'IUT de Montbéliard. Voilà, donc j'ai toujours souhaité communiquer ce qui me motivait professionnellement, quoi. Et donc les 2 dernières années, j'étais au CNAM Bourgogne-Franche-Comté pour les licences pro technicien métrologue. Donc là, c'était passer de 20 heures par an à 60 heures sur les incertitudes. Donc voilà, c'est un petit peu plus costaud et c'était un peu plus intéressant. Bon, j'ai arrêté parce qu'il faut que je réduise un peu mes activités aussi parce que il me faut un peu du temps pour ma famille. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour déjà cette présentation sur vous. Nous avons déjà compris votre chemin vers la métrologie. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Selon vous, quel est le rôle principal de la métrologie dans l'industrie? Alors, bon, on va bien sûr dire que c'est surtout la qualité, évidemment. Mais si c'est uniquement la qualité, c'est pas suffisant. Hein. Il faut, c'est le gros problème, à mon avis, de la métrologie dans l'industrie aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas forcément visible. Elle n'est pas visible ni sur l'organigramme, elle est noyée ou
ou dans la qualité, à la maintenance, voire à la R&D. J'ai déjà vu rattaché à la R&D. Mais il faudrait que la métrologie se voit déjà sur l'organigramme. Hein, comme ça, on a un point d'entrée d'un responsable, par exemple. Mais voilà, j'ai parlé de fonction métrologie. Ben, la fonction métrologie dans l'entreprise, si elle n'existe pas, elle sera insuffisante, hein, forcément. C'est-à-dire qu'on l'a mal structurée, on l'a mal dimensionnée, on a juste fait on va dire, de la gestion d'équipement. Hein, et justement, ça, il faut en sortir, hein, parce que c'est pas ça qui va apporter, qui va impliquer la métrologie sur la qualité, coût-délai de l'entreprise, des produits ou des services proposés à leurs clients. D'accord. Et donc, comment la métrologie ou encore la fonction métrologie impacte-t-elle la qualité des processus industriels? Bah, il faut lui laisser un tout petit peu de liberté quand même, parce que si le patron est un peu trop dirigiste et puis que ou le responsable métrologie ne s'implique pas, ne s'engage pas davantage, ne prouve pas l'intérêt de maîtriser les processus de mesure dans l'entreprise, ce sera un petit peu problématique, quoi. Voilà, il faut vraiment mettre les pieds dans le plat. Il faut vraiment que la métrologie et les responsables mettent les pieds dans le plat et puis révèlent ce que la métrologie va apporter à l'entreprise. Donc, par des petits exemples, hein, il suffit de montrer qu'on peut gagner de l'argent avec des kilos euros au bout, et forcément, ça fait souvent un tilt auprès des responsables. D'accord. Donc, quels sont selon vous les principaux enjeux actuels auxquels la métrologie est confrontée? Alors, les enjeux, eh bien sûr, la qualité, hein, c'est évident, hein, c'est évident. Je peux quand même, quand je regarde mes 40 ans à PSA, quand j'ai été embauché, il fallait rôder les voitures. Hein, donc, pendant 1000 km, il fallait rouler tranquille. Aujourd'hui, c'est fini. Ça n'existe plus. Il fallait appairer à la main les pièces du moteur pour que tout fonctionne correctement. Aujourd'hui, c'est fini. Hein, donc, la maîtrise des processus de fabrication et donc des processus de mesure qui l'attestent, évidemment, je le vois sur une carrière, on peut le voir, hein, sur une carrière où on reste au même poste, enfin, dans la même entreprise. On voit bien que l'entreprise PSA a bien progressé. Je me souviens de mes premières voitures que je revendais à 6 mois et les jantes tôle étaient déjà rouillées. Hein, donc aujourd'hui, bon, les jantes sont à lui souvent, mais même sur les jantes tôle, bon, les traitements cataphorèse ont été plus performants. C'est une apalissade, hein, mais ça se voit, hein, très largement, quoi. Donc oui, la métrologie a son rôle à jouer dans l'entreprise pour améliorer, donc au départ maîtriser, pour améliorer la qualité des produits fabriqués pour les clients, c'est sûr. Alors bien sûr, on va dire au juste nécessaire. Hein, c'est pas la peine que ça coûte trop cher. Hein, il faut faire vraiment le juste nécessaire. Donc chercher un optimum de fonctionnement de la métrologie, de la fonction métrologie, mais en même temps, et mettre de côté tous les moudas, hein, tout ce qui sert à rien, ça, il faut le détecter, et puis convaincre pour changer, et puis aller dans une direction souvent novatrice, mais que souvent la problématique, hein, c'est que les normes contraignent les entreprises à rester dans un cadre un peu trop rigide. Mais bon, à la métrologie de montrer qu'il faut faire autrement et que l'on peut faire autrement. D'accord. Et En puis, tout bien cas, sûr, merci. si les équipements sont en poste plutôt que d'être chez le prestataire interne ou externe pour être vérifié et talonné, eh bien, on gagnera en délai aussi. C'est-à-dire que les équipements seront utilisés non plus à 50%, mais peut-être à 80-90% du temps. D'accord.
D'accord. En tout cas, merci. Y a-t-il des défis spécifiques que les entreprises doivent surmonter pour améliorer leur fonction métrologie? Alors, les défis, j'ai noté quelques pistes, hein. Alors, il est évident que je pense qu'une des premières caractéristiques du métrologue, c'est d'être curieux, hein, de rechercher, et je trouve, et je le dis souvent maintenant, même maintenant en tant que consultant, mon travail est un travail d'enquête, comme à la police, hein, c'est à peu près pareil, ou à la gendarmerie. On recherche la meilleure façon de traiter tel ou tel problème. Et donc, en entreprise, même dans la vie courante, hein, du métrologue, je pense il faut rester curieux, euh, être, bon, bien sûr, on parle beaucoup de veille technologique, hein, puisque ça évolue tellement vite, il faut être un petit peu au courant des nouvelles techno sur les grandeurs qui nous intéressent. Euh, Essayer de faire un peu de veille documentaire aussi, hein, ça va avec. Il faut pouvoir avoir accès aux derniers documents en vigueur très facilement, hein. Voilà, je pense que ça fait partie des enjeux importants pour les métrologues. Bien sûr, il faut casser les codes, hein, et puis arriver à passer au-dessus des barrières qui nous sont souvent imposées, hein. Euh, je dis souvent qu'il faut, bon, le juste nécessaire, j'en ai déjà parlé, euh, mais il faut avoir l'assurance de fabriquer conforme au fil de l'eau, au quotidien, pas une fois par an, ni une fois tous les 18 mois. C'est en permanence qu'il faut en avoir l'assurance. Et donc ça change les règles du jeu. C'est pas une vérification annuelle qui va donner cette assurance-là. Il faut faire autre chose. Et les entreprises font déjà autre chose. Ce qu'il faut, c'est que la métrologie détecte ce qui est déjà fait pour fabriquer conforme au quotidien. Et à partir de là, il faut peut-être changer un petit peu de direction. Le jour où je faisais à peu près 800 clés dynamométriques à déclenchement pour le ferrage en vérif annuel, le jour où je suis allé au ferrage et que j'ai découvert que le ferrage faisait de la surveillance tous les 2 jours pour les clés sécurité et tous les 7 jours pour les clés non sécurité, je suis rentré, j'ai fait une note de service pour dire que la métrologie arrêtait de faire la vérification annuelle périodique et systématique parce que l'utilisateur, donc le ferrage en l'occurrence, faisait une surveillance tous les 2 jours et tous les 7 jours. Donc voilà, j'ai arrêté de façon volontaire. Bon, ma hiérarchie m'a suivi, évidemment, vous avez bien compris, sinon ça ne marche pas. Mais voilà, il faut découvrir ce qui est déjà fait et ce qui est suffisant et ne pas faire davantage et rajouter des contrôles, des vérifs annuels, semestriels ou autres qui ne servent pas à grand-chose. Alors attention, hein, je vais préciser quand même que tout ce que je dis là, tous les équipements que l'on met en service sont vérifiés, étalonnés et sont en adéquation avec ce qu'ils doivent vérifier, surveiller, mesurer. On est bien d'accord. Mais lorsque les équipements entrent en plan de surveillance produit-process, ils n'ont plus à être vérifiés, étalonnés périodiquement et systématiquement. C'est la surveillance qui va détecter tout problème de mesure ou sur la caractéristique mesurée. Ça peut être le process lui-même, hein, le process de fabrication n'est pas, qui dérive tout simplement. Voilà, je pense que. D'accord. Merci en tout cas pour ces éclaircissements. Maintenant, comment voyez-vous évoluer la métrologie dans les prochaines années? Euh, je, bon, bien sûr, moi, je le vois. Aujourd'hui, j'ai différents clients. Ça m'a sorti, bien sûr, de l'automobile, hein, pharma, l'énergie nucléaire, enfin bref, la santé. C'est très pour ça que je continue aussi, parce que je découvre des différents domaines et je me rends compte que la métrologie, on devrait l'appliquer de la même façon partout, quel que soit le domaine. Ça aussi, c'est un piège. Faites attention, hein. Depuis que je suis, on va dire, métrologue, on me dit oui, mais là, on fait.
alors bien sûr, les normes nous piègent, hein, parce que les groupes de travail qui élaborent les normes ne sont pas issus forcément de la même filière. Donc, si on écrit un paragraphe sur la mesure dans une norme, on ne va pas l'écrire de la même façon dans une autre norme. Et ça, je pense, une catastrophe, on peut dire comme ça. Il vaudrait mieux qu'on ait un tronc commun sur la mesure, puis qu'on colle au bon endroit. Je pense que ce serait plus sérieux. Mais ça, c'est dramatique, parce qu'en plus, les entreprises derrière comprennent comme elles l'entendent, comme elles le veulent, comme elles le souhaitent, et comme c'est plus intéressant pour eux. Et voilà. Tandis que la mesure et la métrologie, il faut l'appliquer de la même façon, quel que soit le domaine. Ça, j'insiste bien là-dessus. Alors, oui, on est, je pense, à quand même une croisée des chemins, parce que il va y avoir, je pense qu'il va y avoir deux types de métrologie demain. Il y a celle qui aura pris le train en marche, et puis ceux qui vont rester scotchés à ce que l'on a toujours fait. Hein, donc, la métrologie industrielle d'aujourd'hui, c'est calqué sur la métrologie légale. Hein, et on n'a pas du tout les mêmes, on n'a pas le même déroulé à assurer, hein, évidemment. Hein, je l'ai dit précédemment, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais voilà, il faut vraiment sortir de ces schémas qu'on a conduits. Bien sûr que les systèmes qualité, les systèmes de management de la qualité, lorsque le AQF, le AQF avant les normes ISO ont débarqué, bon, forcément, on a tout sorti des tiroirs, tous les équipements, les pieds à coulisses, les mètres à ruban et les multimètres, tout ce qu'on avait dans les tiroirs, on a tout sorti, on a tout mis en gestion. OK, voilà, parce qu'on a mal interprété. Bon, ben, je pense que quelques décennies plus tard, on devrait quand même comprendre que les équipements on les achète pas parce qu'on a envie de les acheter, on les achète parce qu'ils doivent dire quelque chose. Hein. Et donc, une fois qu'ils sont installés sur les systèmes par les méthodes, hein, c'est les méthodes qui installent, hein, c'est pas la métrologie. Hein. C'est le service des méthodes qui installe les lignes de fabrication. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que la métrologie ait des liens forts avec les autres services et fonctionne plutôt en transversal, parce que vous savez bien qu'on est plutôt en vertical, mais bon, à la métrologie, d'aller à la pêche, de découvrir comment ça fonctionne et apporter des solutions pour faire mieux. C'est l'efficience, ça, faire mieux avec moins. Et ben, c'est ce que je pourrais proposer. Donc voilà, il y aura ceux qui vont comprendre et puis qui vont s'engager dans ce schéma-là. Donc bien sûr, avec avec des process qui vont fortement évoluer, avec l'industrie 4.0, les data qui vont descendre les nuages de points, etc., etc. Bon, effectivement, ça c'est un enjeu capital pour la métrologie de demain. Et puis, il y a ceux qui ne vont pas prendre le train et qui resteront sur le quai. Et malheureusement pour eux, je pense qu'ils vont perdre beaucoup de marché et puis ils ne sauront plus relever les défis à venir. Hein. C'est à peu près certain, ça. D'accord. Alors, je fais un complément là parce que voilà, justement, hein, puisque je pense que bon, je suis ancien, hein, vous avez bien compris que j'ai pris le titre de senior, consultant senior, mais moi j'ai beaucoup appris de mes collègues qui ont accepté de me transmettre aussi quelque chose. Hein. Donc, je pense que c'est capital, hein, parce que la métrologie, les règles physiques ne changent pas. Hein. Donc, alors, ça aussi, ça peut être un piège, justement. On ne doit pas évoluer. Ben, non, dans l'industrie change et la métrologie, elle doit s'adapter à cette évolution-là. Par contre, sur la compréhension de la physique liée au domaine de mesure,
eh bien, faut être il faut écouter ce que les anciens ont à nous apprendre. J'ai appris énormément de mes pairs, hein, et encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est important. C'est important. Je pense qu'on ne devient pas météorologue. Enfin, bon, bien sûr, on va en parler après. Mais voilà, on, on va apprendre progressivement, surtout dans l'entreprise, parce que c'est tellement vaste l'entreprise, il faut communiquer avec énormément de métiers. J'ai parlé des méthodes, mais il y a aussi la maintenance, hein, qui est en première ligne. Hein, quand vous avez un capteur qui est changé le dimanche et puis que le lundi matin, ça ne marche plus tout à fait comme le vendredi, bon, ben voilà, c'est un problème de métrologie, ça. Hein, donc, j'ai encore dit ce matin en commentaire, il y a un lien très très fort entre la métrologie et la maintenance. Donc voilà. Alors, je ne demande pas à ce que tout le monde soit métrologue, mais voilà, qu'il y ait une culture métrologique, que les métrologues dispensent quand même à minima dans l'entreprise, à tout niveau. Bien sûr, au même niveau technicien, mais pour les responsables aussi. J'ai déjà, au sein de PSA, on avait plusieurs cursus pour déployer la culture métrologique au niveau, on va dire, des différentes directions. Donc, c'était des modules de 2 heures. Hein, on donne vraiment les tenants, les aboutissants, les enjeux, des modules d'une demi-journée pour plutôt les chefs de service, ces gens-là. Et puis, après, on passait à la journée ou plus pour les techniciens et les gens qui avaient les mains dans le cambouis. C'est voilà. Et puis voilà ce que je pouvais dire sur cette thématique-là. Sur les défis, eh bien, les défis que les entreprises et les professionnels du secteur vont avoir à surmonter, eh bien, c'est des gens qui comprennent, hein, que le monde a changé et que le monde est quand même un peu fini, hein, les ressources ne sont pas illimitées, donc il va falloir quand même effectivement travailler. Alors, chacun, les métrologues pour la métrologie, hein, mais au juste nécessaire, quoi. Ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Hein, quand les gens me disent oui, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ben on va le trouver le temps. Hein. Il suffit d'enlever ce qui ne sert à rien, puis du temps, on en a pour faire des choses réellement utiles. Hein, je dis souvent, et là aussi, c'est des moments qui m'ont relativement transformé dans mon parcours de métrologue. C'est quand vous avez, par exemple, 5 équipements identiques sur un process. Ce n'est pas la conformité individuelle de chaque équipement qui compte. Parce que même si vous avez une étiquette et puis que ça marche bien, le problème, c'est que le processus, il peut y avoir 5-6 personnes qui utilisent chacun des moyens, mais quelle compréhension a-t-on du processus? 5 moyens, 5 opérateurs, ou 6, 7, 8, 10, comme on veut. Hein, donc ça, c'est un autre challenge. Et la métrologie doit montrer cette maîtrise-là. Donc évidemment, même dans les normes, ce n'est pas encore écrit. Bon, j'espère que la 10012 va élargir un peu le champ de perspective là-dessus, mais il ne faut pas être collé aux moyens seuls, il faut envisager les moyens utilisés à faire le suivi au fil de l'eau lors de la fabrication. Hein, il n'y a que ça qui compte, hein, sinon le reste, on fait des choses inutiles. Donc voilà, faut le comprendre. Hein. J'ai souvent fait des essais avant de généraliser ou je fais des petits essais, un petit secteur, on démontre avec le technicien méthode en place, tiens, voilà ce qu'on a apporté en faisant un petit RR tout simple sur le système. Hein, il y a plusieurs opérateurs, plusieurs moyens, répète repro, et puis on a assez vite une incertitude représentative de l'ensemble. Donc c'est ça qu'il faut suivre un petit peu dans le temps, voir s'il y a une dérive, hein, de quelque chose. Et là, c'est suffisant. Pas besoin d'en faire beaucoup plus. D'accord, merci en tout cas pour
Et je finis sur ce volet-là parce que ça veut dire qu'il faut alors surtout le responsable, hein, je pense, le responsable de la fonction métrologie, il faut que ce soit quelqu'un qui soit un peu investi, quoi, qui se sente, qu'il ait une petite vision quand même de la situation et voilà, qui essaie de découvrir ce qui se passe dans ces processus de mesure. Hein. On va quand même se rappeler que toute mesure est fausse quand même, donc c'est bien ça la problématique. S'il est un petit peu investi, puis qu'il cherche, qu'il fouille, je ne demande pas qu'il me ressemble, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais voilà, chacun a sa façon d'être. Hein. Mais de ne pas recopier. Hein. Et chaque entreprise a ses particularités. Je le vois de plus en plus hein, avec mon travail actuel. Donc ça, c'est important d'avoir des personnes qui sont investies dans leur métier, qui cherchent à l'améliorer, à rendre efficace la fonction métrologique. Tout à l'heure, j'ai dit quand même le mot efficience, hein, là aussi, hein, c'est quand même pas inintéressant. Est efficace, c'est bien, est efficient, c'est encore un peu mieux. Hein, le faire au moindre coût, c'est bien. C'est encore mieux pour l'entreprise. Voilà. Et puis, je le dis assez souvent maintenant, hein, il faut qu'on devienne des personnes. On sait que ce qu'on fait souvent, c'est faux. Hein, la métrologie telle qu'elle est, elle est vécue par beaucoup d'entreprises, même des grands groupes. Hein. Moi, je suis surpris de voir des grands groupes aujourd'hui qui fonctionnent pas ni en réseau et qui n'ont pas cette vision globale. Il n'y a pas, chaque site fait ce qu'il veut hein, de façon indépendante. Bon, ben, ça peut pas marcher, hein, forcément. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un pilotage central donc bien une fonction métrologie visible au sein de l'entreprise. Sinon, ça va être très compliqué. Donc souvent, avec parce qu'on commence à finir à le dire quand même, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, comme aujourd'hui, hein, dans des séances comme aujourd'hui, on sait que c'est faux, mais on continue à faire comme si c'était vrai. Hein. Ça, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, c'est ce que la métrologie fait encore, un peu trop souvent. Hein. Donc, il faut sortir de ce sacro-saint schéma qui nous sclérose et pour découvrir vraiment un autre champ de vision où la métrologie va devenir une utilité. Hein. Pas un centre de coût uniquement sur une ligne budgétaire, mais vraiment utile à l'entreprise c'est-à-dire que les méthodes, la maintenance, quand ils auront un problème réel sur une problématique, ils sauront que la métrologie peut les assister. Hein, donc ce jour-là, ce sera presque gagné. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce point. Maintenant, est-ce que vous voyez des opportunités pour les professionnels de ce domaine? C'est vrai qu'on a parlé des défis, mais est-ce qu'il y a également des opportunités? Alors, les opportunités, il faut qu'en interne, dans les entreprises, il faut bien sûr il faut former le personnel, hein, il faut les évolutions technologiques, il va falloir les suivre quand même. Hein, c'est important, c'est nécessaire et bien sûr important pour l'entreprise. À l'heure actuelle, il ne faut pas hésiter à. Tout à l'heure, on a parlé de temps, hein, j'ai pas le temps, souvent les gens me disent ça. Bon, ben, ok, tu as un projet, tu voudrais faire évoluer tel truc, tel process. À l'heure actuelle, il ne faut pas hésiter, il faut prendre un alternant, il faut prendre quelqu'un qui a un stage à faire. Il y a tellement d'étudiants qui recherchent les entreprises pour travailler avec elles. Donc là, il ne faut pas hésiter. Je pense que, en tout cas en France, hein, je parle pour la France, mais je ne sais pas si côté Afrique, c'est la même chose, mais en France, il y a des opportunités quand même pour prendre des alternants. J'étais hier chez General Electric, bon, ils viennent de prendre un alternant pour 2 ans. Bon, ben, 2 ans, c'est génial, quoi. 2 ans, là, ça va être un projet musclé, bien, qui va apporter quelque chose à l'entreprise au bout de 2 ans. C'est obligé. Voilà. Si c'est un étudiant bien
bien dans ses chaussures, hein, comme on dit, ça va être génial pour l'entreprise. Hein. Si je le dis, c'est que j'ai quand même bien senti à l'aise dans les échanges que nous avons eus hier matin. Voilà, donc oui, je pense qu'il faut que les entreprises augmentent leurs compétences, hein, alors compétences, bagages. On a parlé tout à l'heure hein, des data et tout ça, donc ça veut dire qu'il faut des notions de statistiques un peu plus poussées hein, pour travailler les données qui vont arriver, et travailler autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. On a bien vu que ce n'était pas suffisant à l'heure actuelle. Hein, si on ne traite que des moyens vérifiés ou étalonnés comme il y a 10 ans, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Il faut empoigner les processus de mesure par l'autre bout, hein, parce qu'ils font concrètement dans les ateliers. Les labos sont aussi considérés, hein, sont dans le même panier. Hein, les labos ont la même chose, les mêmes pratiques à mettre en œuvre. Hein, c'est la même chose qu'en industrie. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Encore une fois, moi, je globalise l'ensemble et je veux pas, et j'en ai pas fait pendant 20 ans, et c'est toujours pareil. Il n'y a pas de façon différente de traiter. La mesure, c'est la même. Bon, je peux prendre ce schéma-là. Hein. Une mesure de température, c'est la même en industrie automobile, en traitement thermique, en santé, en tout ce que vous voulez. Hein. Donc, on doit l'appréhender de la même façon et gérer les processus aussi de façon similaire. Alors, propre au domaine et au secteur d'activité, mais pourrait avoir des trames presque à l'identique. Voilà. Parce que je regarde par rapport à mes quelques notes que j'ai prises pour voir si j'ai été complet sur cette question-là. Oui, je pense que ça va. J'ai répondu. Ça marche. En tout cas, merci d'avoir pu répondre aux questions sur les enjeux et les défis auxquels la métrologie fait face et auxquels aussi les professionnels de ce domaine font face. Maintenant, est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la métrologie? Comment ils peuvent se préparer? Quelles compétences seront particulières ou utiles? En tout cas, les jeunes qui veulent se lancer dans la métrologie, ben, allez-y. Hein, si vous avez un cursus, un BTU, une licence, enfin, un diplôme d'ingénieur, allez-y, hein, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même être métrologue toute votre carrière en faisant des métiers différents. Hein, c'est ça qui est assez paradoxal dans ce métier. Pourquoi j'ai tenu 20 ans et que je continue encore, c'est parce que tous les ans, je rajoute un petit volet, ça complète et c'est ça qui est passionnant dans ce métier. Hein. C'est un travail d'enquêteur où on recherche comment améliorer les systèmes. Donc voilà, on ne s'épuise jamais à être métrologue. Bon, pour ça, il faut être un tout petit peu ouvert, curieux, je l'ai dit, rigoureux, ça c'est essentiel. C'est vrai que un petit peu conservateur dans le sens garder les traces dans le temps de ce qui se passe. Hein, parce que si on veut analyser, si le dernier rapport annule et remplace le précédent, bon, on va pas pouvoir faire grand-chose des suivis de dérives ou des choses comme ça. Donc, voilà, il faut être un petit peu conservateur aussi. Je vais en même temps réconcilier l'aspect qualité avec la métrologie. Il m'a fallu très longtemps parce que moi, je suis vraiment technicien pur et dur, on va dire. Donc, quand je suis passé à la qualité, il m'a fallu 6 ans pour accepter le SMQ en place. C'est un truc on n'aime pas. Quand on est technicien, on n'aime pas écrire, on n'aime pas rédiger des procédures, des instructions.
Ça sert pas à grand-chose, hein, on sait, le technicien, il sait. Bon, bref, il m'a fallu 6 ans et un déclic un peu intellectuel aussi, je ne le cache pas. Et puis à partir de ce jour-là, ça a aussi changé ma façon de vivre avec, en étant métrologue, mais vivre avec le système qualité. Donc oui, hein, à l'époque, je n'avais qu'une procédure de gestion des équipements de mesure pour le site. Il n'y avait que ça. Hein, quand les auditeurs venaient ou venaient à la métrologie parce qu'ils avaient trouvé une étiquette, etc., etc., ils venaient, ils posaient les questions et ils tiraient la ficelle. Mais je n'avais qu'une procédure pour gérer les équipements de mesure sur le site de Sochaux, la couleur des étiquettes, les indicateurs, les mesureurs, etc., etc. J'ai pris l'ensemble des papiers, je suis allé dans une benne, j'ai tout balancé et j'ai réécrit. J'ai réécrit par rapport, et ça avait à l'époque, et toujours, je pense, un référentiel mesure sur 53 items, sur 7 ou 8 chapitres. Et j'ai réécrit un document, un manuel qualité, on va l'appeler comme ça, un manuel qualité pour la métrologie, en répondant à chacune des questions. Voilà, donc j'ai structuré le manuel, j'ai répondu, je le faisais vivre, je le révisais, ou je rajoutais une phrase ou deux avec un schéma, et puis tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et ce jour-là, ça a changé ma vision ma pratique de la métrologie. Et bien, il faut, hein, c'est important. Il faut, pour moi, c'est capital de lier, avoir j'ai parlé tout à l'heure de la veille documentaire, ben ça va avec. Hein. C'est vraiment un socle de la maison. Je parle de la maison, mais hein, il y avait, appelé ça, on avait ce système japonais hein, qu'il fallait suivre à la lettre. Eh bien, il y a un socle, hein, de base pour monter les murs, sinon ça ne va pas. Eh bien, c'est capital. Je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné, il faut que le métrologue écrive quand même. Il faut des procédures, des méthodes pour qu'elles soient reproductibles, quel que soit l'opérateur, quel que soit le lieu, etc. Donc ça, bien sûr, il faut écrire. Il faut faire écrire les gens. C'est pas que le responsable qui fait tout. Il faut impliquer les équipes. Vraiment, bon, c'est du management pur et dur, mais c'est essentiel. On ne fait pas tout seul. On ne peut pas faire tout seul. Donc, tout seul, on peut avoir une vision, on peut avoir une stratégie, mais il faut embarquer le personnel. Ça, c'est essentiel. Et alors, là, on raisonne dans l'équipe, mais il faut que le responsable puisse convaincre aussi sa hiérarchie. Hein, faut que ça remonte un tout petit peu. Alors après, ils lisent pas, c'est pas nos problèmes, mais c'est essentiel quand même de convaincre quelques personnes. Alors, la meilleure façon de convaincre, hein, c'est avec des euros. Hein. Voilà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour convaincre à l'heure actuelle, c'est avec des euros. Hein. Si on fait des économies, on écoute un peu, mais s'il n'y a pas de gain en euros, bon, passez votre chemin, quoi. C'est un problème. Donc, il faut trouver des enjeux économiques à ce que l'on fait à la métrologie. C'est essentiel. Là, on sera écouté. On commencera à être écouté. Bon, la qualité aussi, bien évidemment. Mais ça, c'est certain que si on s'occupe de la métrologie telle que je le suggère, forcément, tous les volets vont être impactés. Et bon, alors ça veut dire, je vais au bout du bout du SMQ appliqué à la métrologie, et bien forcément, ça veut dire des indicateurs et quelques tableaux de bord quand même, hein, pour montrer justement l'intérêt d'un changement de cap et d'un changement d'orientation dans du positionnement de la métrologie au sein de l'entreprise. Et bien à partir de là, on a bouclé la boucle et après, il n'y a plus qu'à faire vivre l'ensemble, je pense. Du coup, est-ce qu'il y a des ressources ou des formations que vous recommandez à ces jeunes qui souhaitent se développer dans ce domaine?
Alors, ben oui, à l'heure actuelle, tout est plus facile qu'hier quand même, je trouve. Euh, ouais, aujourd'hui, on a des smartphones, avant il n'y en avait pas, hein, tout simplement, hein. Donc aujourd'hui, il y a Internet, avant pas. Et finalement, c'est assez récent parce que quand je suis arrivé à la métrologie en 2000, et il n'y avait pas de réseau RPI dans l'entreprise. C'est arrivé qu'en 2002. Donc, pendant 2 ans, j'ai encore vécu avec deux postes, deux PC, avec un câble coax Ethernet pour faire les étalonnages, quoi. Et puis le jour où les PC n'ont pas évolué, que ben, ça s'est arrêté de façon brutale. Bon, voilà, il faut forcément toujours être curieux. Donc aujourd'hui, ben, il y a Internet. Donc ça, c'est indéniable que c'est une manne pour tout le monde. Je le dis de façon un petit peu forte ce matin parce que trop souvent, on me demande oh, telle procédure, telle ci, telle ça. Ben, des fois, je les trouve même sur Internet, hein. Donc, voilà. Avant de demander, cherchez déjà un petit peu. Hein, je pense que c'est quand même. Parce qu'en plus, l'impact, quand on trouve par soi-même, est plus fort, hein. On va mémoriser plus vite. Donc, voilà. Il y a, bien sûr, je vais citer les formations académiques ou techniques qui sont proposées, soit par l'enseignement ou même bon, c'est vrai que personnellement, je ne fais pas suffisamment, mais je m'étais inscrit à des, des, des cours en ligne, hein. Vous avez aujourd'hui des cours en ligne, vous avez des plateformes Fun, etc. Enfin, vous êtes alerté toutes les semaines des nouveaux cursus, etc. Vous vous inscrivez, certaines formations sont certifiantes, bref, c'est très bien, hein. Faites-le. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Je pense que, bon, moi je suis sur LinkedIn depuis on va dire, mon départ de PSA. Je pense que c'est un très bon outil, hein, d'alerte, de découvrir tel nouveau système, etc. Bon, je pense que c'est très bien. Je me sens à l'aise sur ce réseau, donc voilà, faut pas hésiter. Euh, je... Alors après, il y a aussi de la formation volontaire, hein. Vous savez que bon, je ne sais pas en Afrique comment ça marche, mais en tout cas en France, les, les employés peuvent bénéficier de nombre d'heures de formation. Bon, ben, le métrologue, il peut demander à faire tel cursus à l'AFNOR ou ailleurs, ou dans un organisme de formation qui est Calliope aujourd'hui, et puis tout va bien aller, quoi. Donc voilà, c'est aussi une approche volontaire, hein. Il faut que le métrologue, j'ai dit qu'il devait s'engager de façon volontaire, hein. Faut pas attendre que tout tombe comme ça. Il y a un moment donné, ça c'était quand on était des enfants, hein, on attendait, on était content que nos parents préparent leur repas. Mais à un moment donné, il faut préparer soi-même, hein, le repas aussi. Donc, je prends cette image-là, mais c'est important, hein, ne pas tout attendre des autres, hein. Faut vraiment se prendre en charge soi-même aussi. Donc, si vous avez droit à des heures de formation, bah, demandez-les et puis choisissez un cursus qui ne vous trompez pas aussi, hein. Dernièrement, j'ai fait une formation à des personnes et puis au bout une formation de 3 jours, au bout de 2 jours, la personne me dit ouais, mais c'est pas ce que je voulais. Ah oui, mais il faut bien regarder le programme et puis pas se tromper de cursus. Donc voilà, ça c'est important. Et puis, bon, je vais quand même citer, puisque j'y suis, le Collège français de métrologie, hein, en France qui assure le lien vertical entre la métrologie scientifique et puis les industriels, et puis bien sûr créer une plateforme, les liens transversaux entre, à l'heure actuelle, à peu près 700-750 adhérents. Donc c'est important, hein, le CFM, le Collège français de métrologie, fait des journées techniques dans l'année, donc environ une dizaine, donc ça permet il y a souvent
une approche hybride, hein, donc à distance. Donc, ça peut être intéressant de découvrir des tas de domaines différents. Regardez le programme de l'année. Il y a les journées, il vient d'y avoir les journées, 15 jours, 3 semaines, les journées de la mesure organisées par le CFM. C'était à Lyon, j'ai participé. Donc là aussi, il y a à la fois les conférences, mais aussi les interactions que les prestataires peuvent avoir avec ceux qui viennent à ces journées de la mesure. Il y a le salon MSE qui est à côté, donc voilà, ça permet pas mal d'échanges entre les industriels, les professionnels de la mesure, et puis tous les 2 ans, les années impaires, il y a le CIM, hein, le Congrès international de métrologie, que le CFM organise. Donc l'année prochaine, c'est encore à Lyon. Voilà, donc consultez le programme, là aussi, si vous avez des possibilités d'y venir, il faut y venir. Hein. Moi, j'avais fait mon premier congrès à Saint-Louis, ça devait être en 2003, je crois. J'avais pris des congés, hein, mais comme c'était pas loin de Belfort, je suis allé à Saint-Louis, près de Bâle, et puis j'ai plané à 15 000 pendant 3 jours. Voilà, mais c'est nécessaire, hein, il faut passer par là pour comprendre, parce qu'en industrie, on ne va pas faire les dérivés partiels, quoi. C'est pas nécessaire. Il faut faire autrement les choses. Donc voilà. Et ça, il faut le découvrir. Si on le découvre par soi-même, on va aller beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus sûr, on va prendre les bonnes démarches, appliquer les bonnes méthodes, et c'est important. C'est important. Le copier-coller, pas toujours. Hein, le copier-coller ne fonctionne pas toujours. Hein, il faut être attentif aux besoins réels de l'entreprise, de sa problématique, pour trouver la bonne méthode. Voilà. En tout cas, merci pour les questions que vous avez pu répondre. Nous allons bientôt passer à la session questions-réponses. Et je vais vous poser des questions que certains ont décidé de poser directement via le formulaire. Donc là, il y a une personne X qui demande: la métrologie dans ses enjeux est mal comprise par méconnaissance de nos dirigeants, quel que soit le secteur d'activité, et est seulement retenu car un facteur de coût via opportunité. Par vocation, la métrologie est nécessaire à tout process. Comment diffuser cette culture métrologie à tous les étages, convaincre de son utilité, son coût vers les dirigeants et les décideurs? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Bien, disons que la question, enfin la réponse se trouve presque dans la question. Voilà, il faut convaincre de son utilité. Bon, je l'ai dit précédemment, mais à un moment donné, il faut aussi que la métrologie révèle les choses. Hein. Sinon, si on l'oublie, hein, si ce n'est pas le cas, si elle ne se met pas en avant pour améliorer les processus, eh bien, elle va tomber dans l'oubli. Donc, il faut vraiment qu'elle se révèle à travers des actions. Alors, on peut commencer petit, on montre que ça marche sur 20, 30 équipements. Bon, après, on généralise sur un atelier, et après au site. Voilà, il faut y aller crescendo, mais il faut d'abord être convaincu soi-même avant de convaincre les autres. Hein. C'est certain. Donc, comment montrer et convaincre sa hiérarchie et les différentes strates de l'entreprise? Uniquement par des résultats tangibles et concrets, hein, que vous obtenez. Si vous faites aujourd'hui ce qui a été fait hier, avant-hier, toujours de la même façon, sans changement, vous ne démontrez pas l'utilité de la métrologie. Hein, l'utilité de la métrologie, c'est quand elle va transformer les choses. Quels sont les secteurs et les endroits dans le monde où la métrologie est la plus demandée? Bon, je pense que je ne suis pas très... parce que bon, je suis franco-français, je suis pas anglophone, donc je ne vais pas plus loin. En tout cas, je reste dans les pays francophones, on va plutôt dire comme ça.
Mais bon, bah, d'après ce que je vois sur LinkedIn, hein, je pense que le continent africain est en demande, hein, de, de, de progresser, d'améliorer ses compétences, ses expériences sur la métrologie. Oui, je pense que pratiquement tous les jours, je relie quelqu'un du continent africain à mon réseau. Donc c'est très bien, quoi. Enfin, je pense qu'ailleurs, ça doit être pareil, hein, aux États-Unis ou sur les continents. Mais vu de ma fenêtre à l'heure actuelle, je pense que l'Afrique est un continent en demande. D'accord. Quel est le rôle de la métrologie en pharmacie, pharmaceutique? Comme les autres secteurs. J'ai dit que la métrologie, je la voyais de la même façon partout. Elle devrait être appliquée de la même façon partout. Alors, quand je dis appliquée partout de la même façon, c'est avoir les mêmes démarches, le même fonctionnement, la même structure opérationnelle. Ça peut être différent, bien sûr, hein. J'ai dit que je me rattacher à la qualité, à la maintenance, je vois un peu de tout. Rien n'est plus performant qu'autre chose. Ce qu'il faut, c'est l'être, hein, c'est tout, hein. C'est être performant dans une structure donnée. Par contre, il faut que ça fonctionne, hein, quelle que soit la structure que l'entreprise a choisie. C'est comme la sous-traitance, hein, faire un interne, un externe, vous faites comme vous voulez, mais enfin, le jour où vous avez déjà compris que 80% des équipements ne devraient plus être vérifiés périodiquement, c'est-à-dire que vous allez inverser ce qui est fait, hein. Actuellement, on est plutôt à 80-20, 80% d'équipements vérifiés périodiquement et systématiquement, et 20% d'équipements peut-être surveillés. Ben, ce qu'il faut, c'est faire l'inverse, hein. Vous basculez dans l'inverse, hein. Donc là, vous allez gagner de l'argent, mais surtout, vous allez mettre sous contrôle vos processus de mesure. Et ça, c'est le rôle de la métrologie. C'est le défi de la métrologie d'aujourd'hui et de demain, quoi. Mais voilà, il faut que les métrologues sortent de leur labo climatisé, aillent sur le terrain pour voir comment ça fonctionne. Et vous posez des questions, et puis après, une fois que vous êtes convaincu que ce n'est pas la vérif annuelle de l'équipement qui sert à fabriquer conforme tous les jours, tous les matins, eh bien, ça y est, vous avez, c'est comme une piqûre, hein, c'est comme une petite piqûre pour le vaccin, c'est un peu pareil, vous avez compris cette fois. Mais voilà, il faut y aller, hein. Donc pour moi, il n'y a pas de métrologie en pharmaceutique particulière. C'est, je vous dis, j'ai vécu 40 ans en automobile. Aujourd'hui, j'ai des clients en alimentaire, en agro, santé. Je retrouve des clients de PSA qui font du freinage, des choses comme ça. C'est pareil. Partout, c'est pareil. La métrologie doit être appliquée de la même façon, avec la même rigueur. Il y avait une autre question. Je voudrais savoir davantage sur l'adaptation de la métrologie aux évolutions, en l'occurrence la data intégrée. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ben, je l'ai dit, je ne m'étais rien noté là, mais je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Je pense qu'il faut, parce que c'est sûr, hein, ça va arriver. La prochaine révolution, c'est quand euh, là, la métrologie, je ne sais pas si ça va être son rôle direct, hein. Elle peut avoir un impact, elle peut s'impliquer, évidemment, mais il y aura d'autres services, à mon avis, des data scientists qui vont prendre en compte les données de fabrication, hein. Quand ces données-là vont remonter de la fabrication, presque cette fois en contrôle unitaire, quand on va exploiter cette masse d'informations, alors bien sûr, hein, on a bien compris qu'il fallait que les données soient quand même assez réalistes, assez fiables, dans le temps aussi. Là, ça va être une petite révolution. Je pense qu'il va falloir travailler avec des nouveaux cousins, hein, plutôt informaticiens, quoi, qu'autre chose. Mais oui, il ne faut pas rater le. Donc là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière, ben, on se forme et on accepte d'aller dans ces voies-là pour comprendre, avant d'appliquer. Est-ce qu'une formation de courte durée en métrologie suffit-il pour faire un nouveau métier et pour une nouvelle carrière? Euh, oui, certainement. On n'est pas obligé de faire
Ça dépend, hein, ça dépend de sa personnalité, comment on vit et comment on acquiert l'expérience. Mais hein, moi, je rappelle que j'ai fait aucune formation. Si, je suis allé 3 semaines au LCIE en électricité et je me suis tapé 3 semaines de dérivés partiels. Quand je suis rentré, je ne savais plus comment je m'appelais, quoi. Hein, et on avait donc 2 PC qui allaient mourir, et puis comment on sortait nos constats de vérif. Hein, donc, il y avait 12 personnes derrière qui avaient un peu d'activité à sortir, donc c'était un peu compliqué. Il faut, oui, il n'y a pas, de cursus de type. Hein. Je pense que métrologue, si vous choisissez d'être métrologue, ben, allez, il y a des écoles, il y a des cursus, très bien. L'alternance, je pense que c'est super. Dans mon cursus, j'ai fait 3 ans de formation continue. 3 ans de formation continue. Hein, j'étais ouvrier, je suis reparti 3 ans à l'école. Je n'avais pas le droit, mais bon, on se débrouille. Hein. Il y a des barrières à franchir. Ben, voilà, toute la vie professionnelle, et puis même pas professionnelle, hein, personnelle aussi. C'est des barrières à franchir. Hein, donc voilà, c'est à chacun d'y aller, de s'engager. Hein. D'accord. On dirait qu'il y a des questions. Il y a David Kawanda qui demande, vous dites qu'un instrument installé dans un process ne requiert plus un suivi périodique pour les vérifications et les étalonnages? Oui, alors je le dis, hein, fort et haut et fort. Hein. Oui, un équipement qui est, donc on l'a acheté, et, ok, il est vérifié conforme pour sa mise en service, d'accord, un kilomètre zéro connu, on part, on a des limites définies par quelqu'un ou par la métrologie, pourquoi pas, c'est bien, on valide, ou la métrologie valide les limites de surveillance du système, et puis après, ben, le système s'auto-contrôle tous les jours. D'accord? Tant qu'on est dans les limites, ça veut dire que tout va bien. Donc, continuons de mesurer, de fabriquer conforme pour les clients. Mais n'allons pas nous poser des questions plus compliquées que ça. Mais ce n'est pas la vérif à 1 an qui va changer quoi que ce soit. Hein, donc je parle bien des équipements qui sont en surveillance produit-process. Hein. J'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas tous les équipements qui sont. Pour ça, 80-20, hein, il y en a toujours qui sont quand même vérifiés régulièrement. Les équipements polyvalents, par exemple, portables et polyvalents, ben, ces équipements, un jour, ils servent à vérifier quelque chose à plus ou moins 3, le lendemain, ce sera quelque chose à plus ou moins 10. OK, ils sont polyvalents, ils ont été achetés pour ça. Ces moyens-là, oui, il faudra certainement les revoir de temps en temps en fonction du risque encouru par l'entreprise, de mauvaises mesures. Mais sinon, les équipements qui sont impliqués dans un plan de surveillance produit-process, hein, c'est-à-dire qu'on contrôle que la caractéristique soit conforme dans ces limites-là, ben, puisque l'équipement le dit, hein, ben on va finir par le croire, quoi. Il faut quand même le croire, cet équipement. Hein, donc voilà, c'est tout. Il y a pas. Hein, donc là, j'ai une phrase magique. Hein, que j'ai écrit à PSA. Alors, bien sûr, hein, ce que je vous dis là, les 3 dernières années à PSA, on l'a testé. Hein. On a un site, enfin 2 sites se sont proposés d'être les bêta-testeurs, donc des gros sites avec un volume d'équipement important. Donc, du jour au lendemain, on a arrêté les vérifs périodiques des équipements qui étaient en plan de surveillance produit-process. On a arrêté du jour au lendemain. Ben, l'usine ne s'est pas arrêtée. Hein. Voilà. Donc, j'insiste bien sur cette approche-là et que je porte. Hein. C'est vrai que je le porte. Il y a Monsieur Omar Amar qui demande, je travaille dans un laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires. On est accrédité 17025 sur un certain nombre de méthodes. Nos équipements sont suivis annuellement en externe par un prestataire accrédité depuis au moins 8 années. On a aussi le suivi en interne. Maintenant, on veut optimiser la périodicité d'étalonnage et on a opté pour la méthode Opérette. Qu'est-ce que vous pouvez dire Eh ben, alors, pardon, il a continué. Selon la norme FDX 07-14,
Oui. Ma question, comment bien choisir les valeurs de pondération pour chaque critère choisi? Merci à vous. Oui, il faut utiliser ce fascicule, hein, la X07014. Il y a plusieurs méthodes, dont en annexe l'approche opérette. Oui, il faut le faire. Franchement, c'est. Alors, il y a pour certains types d'équipements, je pense qu'un suivi de dérive est intéressant aussi. Hein, donc, voilà. L'approche opérette est bien pour un suivi global du parc, sur un atelier, sur un labo, voilà. Mais d'ailleurs, le CFM dans un exemple, utilise 23 équipements d'un laboratoire, donc des machines de traction, des thermomètres, des balances, c'est tout mélangé, hein, et ça marche. Donc voilà, on n'est pas obligé de prendre des familles homogènes, hein, vous pouvez avoir vraiment un ensemble hétéroclite au laboratoire d'équipements. Par contre, je pense que certains équipements méritent, des équipements chers, des étalons de référence, méritent un suivi de dérive. Ne serait-ce que pour l'incertitude de mesure. Hein. Si vous voulez utiliser la dérive annuelle, il n'y a pas le choix, il faudra faire comme ça. D'accord. Il y a M. Mohamed Ali Barnoussi qui demande, est-ce qu'il est temps de détacher la fonction métrologie de la qualité? Je ne sais pas, je pense pas. Je pense pas. Ce qu'il faut, si elle est toujours attachée à quelque chose, il faut qu'elle se voit quand même. C'est-à-dire que, d'accord, il y a peut-être un chef de service qualité, j'en ai eu, hein, mais il faut que le responsable métrologie soit lui-même impliqué. Hein, donc, qui révèle certaines choses, qui révèle tout à l'heure j'ai dit les moudas, mais chercher toutes les anomalies qui sont pratiquées par l'entreprise, et je peux vous garantir qu'il y en a. Allez, vous descendez dans l'atelier, vous en avez une par jour, hein, je vous garantis. Hein, je vous garantis. Hein. C'est couru d'avance. On n'a pas le temps, mais j'aurais des anecdotes un peu trop longues à vous raconter, mais des choses complètement qu'on a pratiquées des années, qui ne servaient à rien. Parce que, alors, pour les gens qui sont un peu dans ce secteur-là, qui ont des fabrications, souvent la capacité en fabrication est vue comme la vérification à la métrologie, hein, des équipements. Donc, les capacités sont souvent, j'ai même découvert des capacités périodiques. Hein, tous les ans, les méthodes conseillent à la maintenance d'aller faire des capacités annuelles, comme on faisait les vérifs des équipements. Quoi. Donc, il faut sortir de ces schémas-là, hein, parce que les installations, elles s'autocontrôlent tous les jours par la surveillance en place. Hein. La surveillance en place, elle existe bel et bien, sinon ça ne marcherait pas. Donc, j'invite les métrologues à découvrir ce qui est fait pour, après, ne faire que le juste nécessaire sur ces process bardés de capteurs et d'équipements que vous gérez par ailleurs. Merci. Il y a M. John Samuel qui demande comment s'y prendre pour la surveillance des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans le domaine de la biologie médicale. Eh bien, comment il faut s'y prendre? Je vais vous dire comment je fais, moi, quand je ne connais pas quelque chose. Et là, je ne connais pas. Eh bien, quand je ne connais pas, je pose la question à l'opérateur. Donc, je passe 1 heure, 2 heures, la journée, s'il faut, avec l'opérateur. Je lui demande comment il vit avec son équipement. Et qu'est-ce qui est important? Hein, quel est le mesurand quelle est l'unité qu'il pratique, enfin, parce que là aussi, il ne faut pas se tromper hein, dans les vérifs que vous pouvez faire ou les surveillances, il faut le faire sur le bon mesurand. Hein, j'ai connu un labo qui faisait tous les ans la vérif de son rhéomètre pour la viscosité des produits pâteux, vernis et compagnie. Le constructeur faisait la vérif conforme tous les ans depuis 10 ans, hein, mais c'était sur la vitesse de rotation du tambour et puis la perpendicularité du plateau par rapport au cylindre. Donc, et l'utilisateur, lui, travaille avec un couple de rupture en coulomb par Pascal ou je ne sais quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Quoi. Il faut,
Donc ça, je vous encourage à bien vous appréhender. Alors si c'est vous l'utilisateur, ben, ma foi, vous connaissez votre système. Et donc effectivement, pour un système, n'importe quel système, il faut trouver le meilleur mode de suivi de cet équipement, le meilleur mode de surveillance. Là aussi, je pense qu'il faut, une fois qu'on connaît son équipement ou le processus complet, il faut trouver la caractéristique qui va pouvoir être surveillée pour détecter un problème dans le système. Parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est que le matin, quand on arrive, on ait l'assurance que les mesures dans la journée vont être pas mal intéressantes, quoi. C'est-à-dire qu'elles reflètent quelque chose. Ça va, aujourd'hui va ressembler à hier. C'est ça qu'il faut, il faut en avoir la garantie. Et pas que le responsable, y compris l'utilisateur. C'est-à-dire que le responsable doit embarquer son équipe et les opérateurs dans cette orientation-là. Et je me permets je me souviens, j'ai travaillé avec un opérateur qui était sur les bancs de contrôle, bancs parallélisme, oui c'est ça, les bancs parallélisme, et puis pour les réglages des phares aussi associés. Ce gars-là, il n'était pas métrologue du tout. Pourtant, de lui-même, il a mis en place une surveillance suffisante de son banc. Il a mis les étalons, les méthodes avaient fait des étalons, deux étalons, un châssis rigide et un châssis roulant, je me souviens. Lui, il a mis ça de côté, il a pris un autre système beaucoup plus simple. Il a pris n'importe quelle voiture, c'est comme le petit caillou. Et puis pour la surveillance, pas forcément besoin d'étalons. Là, je vais vous le prouver. Là. Il prend n'importe quelle voiture le matin, il la met dans un sens avant, il fait les mesures pour les 4 roues, il recule, il fait marche arrière, il va dans l'autre sens et il doit retrouver les mêmes infos aux bonnes roues, dans les deux sens. Donc il discrimine très facilement s'il y a un problème sur son banc. Donc il n'est pas métrologue ce gars, il n'est pas métrologue du tout. Par contre, il a compris ce qu'il fallait faire. Donc c'est ça qu'il faut, il faut que le métrologue, ok, il y a je sais, il y a des choses écrites, donc surtout dans le médical. Donc si vous êtes donc d'accord, vous allez chercher la norme qui va bien déjà, si elle existe, et vous la lisez, vous la comprenez, puis après il faudra faire. Bon, si vous êtes accrédité, vous n'avez pas le choix, il va falloir quand même suivre ce qui est demandé. Mais si vous n'êtes pas accrédité, vous avez une certaine latitude pour faire le juste nécessaire dans votre labo. Merci, Monsieur Laurent. Du coup, une dernière question. Par défaut de sérieux au sommet gouvernance, la métrologie est peu connue, voire négligée en Afrique, particulièrement dans l'espace UE-MOA. Quels conseils ou recommandations pourriez-vous donner aux jeunes métrologues qui se battent pour la prise de conscience de ces dirigeants sur les impacts de mesures erronées ou non fiables utilisées à longueur de journée dans les laboratoires, dans les centres de santé, dans les industries ou encore dans les commerces? J'ai déjà répondu à la question, mais on va le redire une fois parce que c'est important. Donc les responsables et les dirigeants, ils ne s'occupent pas des mesures fausses, ils s'en fichent. Voilà, c'est tout, c'est un constat. C'est comme ça, et ce sera encore comme ça demain. Il ne faut pas se leurrer. Il faut juste, si on veut que les choses bougent, il faut juste les convaincre que les résultats obtenus par l'entreprise le sont grâce un peu à la métrologie. Que c'est la métrologie qui a permis les résultats de l'entreprise. Donc à partir de là, ça y est, on va, métrologie, tel responsable, on va le connaître. Voilà, il aura peut-être pris des coups de temps en temps, on est d'accord, mais à partir de là, il faut réussir à convaincre que les résultats obtenus, les résultats par l'entreprise, surtout s'ils sont bons, proviennent quand même un peu de la métrologie. Donc, la gestion de parc, vous allez gagner. Donc,
quand je dis la gestion de parc, la gestion optimisée, hein, et rationalisée des parcs. Vous pouvez déjà gagner, vous êtes sûr de gagner quelque chose, hein, c'est obligé. Quand vous réduisez le volume et que vous augmentez la périodicité moyenne du parc, vous gagnez obligatoirement. Hein, donc c'est mathématique. Mais avant, on a parlé d'opérette tout à l'heure, mais je voudrais aussi parler, je le dis souvent, il faut, avant d'appliquer des méthodes, même opérette, c'est quand même une méthode un peu coûteuse, hein, surtout en préparation. Il y a quand même un petit peu à gratter avec les différents métiers qui sont acteurs. Hein. On a vu ça. Avant d'appliquer tout ça, des méthodes un peu contraignantes, il faut aussi appliquer le bon sens. Le bon sens. C'est quoi le bon sens? C'est quand vous avez 4 thermomètres à vérifier tous les ans. Hein, donc je l'ai vu hein, dans un labo d'essai, 4 thermomètres vérifiés chaque année. Comment vous pouvez gagner, allez, d'un coup, 75%? Donc là, je vous donne la réponse pour qu'on gagne un peu de temps. Comment on fait? Eh bien, on en raccorde un tous les ans, mais on passe la période de chacun à 4 ans. D'accord? Donc, tous les ans, vous ne changez pas la qualité des mesures, puisque vous avez toujours un appareil raccordé chaque année, mais ils sont décalés dans le temps. Donc, ça va tourner, il y a un cycle, et vous gagnez quand même 75%, sans dégrader la qualité. Donc, ces choses-là, vous avez le droit de les mettre en place demain. Il ne faut pas attendre, ça, vous avez le droit. Le pire qui puisse arriver, c'est quand vous sous-traitez votre parc sans l'avoir optimisé avant. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Je l'ai vécu aussi, hein, donc je ne vous cache pas que je sais ce que c'est. Ça, c'est le pire, parce que là, une fois que vous avez sous-traité et que vous êtes sous contrat, ça va être très difficile de revenir en arrière et d'engager ou de poursuivre une optimisation. Une fois que le mal est fait, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Donc ça, faites attention. Si un jour il y a une sous-traitance qui doit se mettre en place, il faut optimiser obligatoirement avant de sous-traiter. C'est-à-dire que là aussi, il faut sous-traiter le juste nécessaire. Il faut sous-traiter le bon parc. Hein, il faut qu'il soit bien structuré. 80-20, 80% en surveillance, 20% en raccordement périodique systématique. Voilà. Alors, il y a une dernière question de M. David Kawanda. Pour cet exemple des thermomètres, je pense que c'est surestimé. Si le thermomètre en cours d'utilisation se cassait. C'est un autre problème. S'il se casse, ça arrive, hein, thermomètre, enfin, n'importe quel équipement, s'il rentre de vérif et puis qu'il tombe, le lendemain, ben, on peut recommencer. Hein. D'accord? Ou voilà, faut faire quelque chose. Donc ça, on parle bien de la vérif, de l'étalonnage, voire de la conformité. Non, j'ai perdu le mot. Enfin bref, c'est pas grave, vous avez compris. Hein, donc, vérif étalonnage, voilà, il vaut, s'il tombe, il tombe. Hein, je veux dire, si l'utilisateur, s'il est tombé et il est cassé, ben, ma foi, il en changera s'il en a besoin ou il prendra un double. Hein, ça aussi, pensez-y, hein, s'il y a des moyens en double, la gestion, vous pouvez avoir une gestion globale ou alors une gestion non complète, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte les moyens qui sont en stock, en attente, enfin, en clair, les indicateurs. Donc, les normes demandent à gérer les équipements critiques, mais si vous voulez gérer les non critiques, vous avez le droit aussi, parce que ça vous fait un parc d'équipements complémentaires que vous. Parce que si vous ne les voyez pas, vous allez les racheter quand ils vont casser. Vous allez au magasin, puis de toute façon, même s'il était un double, il a été acheté à un moment donné. Mais si vous avez une vision exhaustive de votre parc, ben, il y a des équipements indicateurs vont pouvoir repasser mesureur après vérif, hein, pour leur remise en service. Donc ça, c'est encore le bon sens. Hein. Ce que je dis là, c'est toujours du bon sens. Donc appliquez-le. Hein, s'il y a 15 là aussi, vous allez dans un bureau à la maintenance, où tous les techniciens ont multimètre dans le tiroir. Bon, bah, s'ils sont vérifiés les 15 tous les 12 mois, bah, faites un groupe de travail, vous dites, voilà, on veut gagner, qu'est-ce qu'on fait? Hein, et tout le monde est d'accord à la fin de la réunion pour dire, ben, j'en mets plus que 5, et puis les 10 autres sont
Donc, il y en a 5 dans une armoire, c'est géré par Paul, et puis voilà. Donc, tout ça, c'est du bon sens. Il n'y a même pas besoin de méthode pour l'appliquer. Et vous êtes déjà sûr de gagner aussi. Hein. Pensez bien, on réduit, on gagne, c'est-à-dire on augmente on gagne de l'argent sans réduire la qualité des mesures. Hein. C'est bien ça qu'il faut avoir. Il faut bien mettre ces deux notions en tête en simultané tout le temps, tout le temps. Merci, Laurent. Nous arrivons du coup à la fin de cette session. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a, vous avez un dernier mot ou encore une idée clé que vous aimeriez partager avec les personnes, avec la communauté, avec les métrologues? Je vais me le dire à moi-même encore. C'est quelque chose que je m'applique à moi-même. Donc, si la métrologie vous tente, bah oui, allez-y, hein, formez-vous, même lancez-vous, et puis même par la pratique, vous allez découvrir tout ça. Et puis surtout, restez-le tout le long de votre carrière. Hein, c'est-à-dire que ça va être tellement passionnant que vous pouvez changer, hein, vous pouvez aller vous changer de secteur d'activité, vous allez découvrir, vous allez appliquer différemment, mais votre expertise de la mesure va continuer. Hein, donc, vous allez vous améliorer. Hein, vous allez progresser en permanence. C'est ça qui est important quand on devient métrologue et qu'on le reste. Vous allez le rester parce que ça va rester passionnant. Voilà. Merci infiniment, Laurent. Merci en tout cas pour vos réponses enrichissantes. J'en suis l'exemple vivant parce que je pourrais être en retraite. Je suis retraité d'ailleurs et je continue un peu mon activité. Donc, pour transmettre. Donc, c'est bien le but que si c'était pas passionnant, je ne le ferais pas. Il faut pas croire des choses comme ça. Je le fais parce que je trouve qu'il y a un intérêt à découvrir des choses qui ne vont pas et comment peut-on les améliorer. Voilà, c'est le mot de la fin que je peux vous apporter. Merci en tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir pu répondre aux questions. Merci également à tous les participants d'avoir pu participer à cette interview. Je vous souhaite une bonne journée et restez connectés pour les prochaines interviews que nous allons réaliser. Voilà, merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt, certainement sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.